Bonjour, merci beaucoup d'être là donc pour cette session organisée par Série en partenariat avec Cannes Série qui se déroule donc du 9 au 14 octobre à Cannes et qui sera en live jusqu'au 21 octobre et Beta Série que vous retrouvez également en ligne. Donc cette discussion sera sur nos 3 plateformes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc merci d'être là. Je vous présente les uns après les autres. Je commence par la gauche, Jean-Xavier de l'Estrade. Scénariste et réalisateur, notamment de Laetitia, pour laquelle vous êtes autour de cette table. Vincent Garanc, scénariste et réalisateur du Mensonge. Et Philippe Tribois, scénariste et réalisateur, notamment du Village français que tout le monde connaît, mais également de l'Embrasement et membre du comité éditorial de Série. Voilà, donc nous allons parler de la fiction qui s'empare du réel, qui est un thème qui vous réunis tous les 3 aussi en termes d'expérience. Peut-être, Philippe, veux-tu commencer à poser les premières questions à nos invités? Oui, d'abord, on est très content de vous recevoir, ça c'est la première chose. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de citer la définition du Larousse concernant le fait divers. Car quand on parle du réel, c'est vrai que dans l'histoire du cinéma et de la télévision, on associe ce réel souvent au fait divers. Et le Larousse dit, ouvrez les guillemets, le fait divers est un événement sans portée générale qui appartient à la vie quotidienne. Jean-Xavier, qu'est-ce que vous en pensez? Et Vincent après. J'ai l'impression que pour nous c'est tout le contraire. Donc si on s'empare d'un fait du réel, c'est vrai que je n'aime pas beaucoup le mot fait divers parce qu'aujourd'hui dans le langage courant, le fait divers c'est associé forcément à quelque chose de spectaculaire, de sanglant, un crime qui choque. C'est souvent ça le fait divers. Or si on regarde faits divers, tout rentre dans faits divers. Et ça ne veut rien dire, quelque part. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, quand on part du réel, c'est parce que ce réel-là nous interpelle. C'est presque comme s'il s'adressait à nous, en tant qu'auteur, en nous disant « mais j'ai envie d'être raconté, je dois être raconté ». Il y a nécessité presque à aller le chercher et le prendre. Donc oui, le Larousse, peut-être qu'il faut qu'ils revoient leur définition. Et Vincent, pour vous, la frontière, elle est où entre le réel et le fait divers? C'est-à-dire, est-ce que vous faites un distinguo? Est-ce qu'il faut, par exemple, essentiellement qu'un fait divers ait des malheurs, du drame, des policiers? Ou est-ce que le réel... Parce que finalement, on se rend compte que beaucoup d'entre nous, dans toutes nos œuvres, on s'inspire souvent du réel. C'est-à-dire même si soit on synthétise plusieurs réels et on fait une fiction, mais au fond, nos sources sont souvent du réel. Donc, où est la frontière pour vous? Je dois signaler d'ailleurs que dans les 2 biographies de nos invités, il y a quand même une constante. C'est-à-dire il y a des metteurs en scène ou des scénaristes qui ne s'intéressent pas forcément au réel et qui vont faire toute une œuvre, qui est une œuvre de fiction avec des dispositifs inventés, avec des préoccupations qui peuvent être les mêmes, mais qui ne s'assoient pas sur des événements qui se sont produits. Or, aussi bien Jean-Xavier, votre carrière brièvement, mais de journaliste, documentariste, puis metteur en scène de fiction, et Vincent, qui est plus proche de la fiction, mais j'ai remarqué que dans toute votre biographie, il y a souvent, au départ, une histoire qui a résonné en nous, qui a été assez connue et qui vous amène vers la fiction. Donc c'est vrai que vous avez tous les deux, avec des trajectoires peut-être différentes, mais une préoccupation. Qu'est-ce qui fait que dans la tête d'un créateur comme ça, vous vous rendez compte que c'est ça qui vous attire? On va commencer par Vincent et puis après on reviendra à Jean-Xavier. Moi je parlais plutôt d'histoire vraie, du réel que de faits divers. Parce que c'est vrai que moi j'ai la même image du fait divers, plutôt pas très reluisante. Et moi ce qui me... Enfin, moi, je suis toujours parti d'histoires vraies. Même mon premier film, qui était une fiction, était inspiré de témoignages. Enfin voilà, et je crois que tous les réalisateurs et scénaristes, on cherche une forme de véracité. Moi, je me dis toujours, il faut comment croire à cette histoire. Même dans la fiction, j'ai rien contre la fiction, mais par exemple, j'ai besoin d'y croire. Et tant que Et c'est vrai que dans les histoires vraies, et quand on les choisit voilà, je ne vais pas rebondir sur n'importe quelle histoire vraie. Il faut vraiment qu'elle me plaise. Il faut que ce que tu disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait comme une urgence, quelque chose, une nécessité de la raconter. Et c'est ça que je recherche. Et c'est ça qui me donne envie de, effectivement, quand j'ai fait Présumé coupable, je suis tombé sur le livre de Alain Marécaux,
Et pour moi, je me disais, mais il faut faire ce film, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais il y avait une nécessité dans le. On rappelle que c'était un des accusés du procès d'Outreau. Voilà. Je me suis dit, mais il faut raconter cette histoire. En fait, personne n'a eu l'idée avant moi, alors je le fais. Et je me propose de le faire. Et il y avait comme une urgence. Et c'est ça que je vais chercher, moi, dans les histoires vraies. Plus que les faits divers, je regarde jamais d'émissions de faits divers. C'est toujours passé par des livres, des témoignages. Et vous, Jean-Xavier, c'est aussi plutôt ce réel au sens large, plutôt qu'un élément. Quand on parle de faits divers, derrière, on voit un petit mot qui clignote, c'est tabloïd un peu. Oui, oui. On voit un petit mot comme ça, pas très glorieux, qui est un peu de sang, du mystère, le nouveau des coupables, des détective. secrets. On voit le nouveau détective avec des photos très accrocheuses. Oui, en effet, moi aussi, comme Vincent, en fait, je ne regarde jamais d'émissions de criminologie. Il y a en ce moment, d'ailleurs, sur la TNT, il y a énormément d'émissions qui reviennent sur des crimes, qui racontent le parcours fascinant du criminel, etc. etc. Et ce sont des émissions qui réunissent quand même souvent pas mal d'audience. Donc il y a une fascination d'un certain public pour ça, mais moi c'est effectivement pas du tout ça qui m'attire. Déjà c'est vrai que dans mon parcours j'ai commencé par être documentariste. Enfin, mon rapport au réel, il était évident, puisque j'ai commencé par le filmer. Déjà en tant que journaliste, d'abord, du reportage, et ensuite vraiment du documentaire. Et le passage à la fiction interroge énormément le documentariste, parce que le documentariste, quand il filme le réel, forcément, le réel s'impose à lui. Il n'interroge pas la crédibilité du réel. Le réel peut tout se permettre, la vie peut tout se permettre, et en général, il ne se prive pas d'écrire des scénarios complètement farfelus. Quand vous faites de la fiction, en permanence, vous êtes sur ce que disait Vincent, sur la crédibilité. Vous interrogez sur la crédibilité de ce que vous êtes en train de créer, puisqu'en passant par des conventions de décors, des comédiens, des textes qui sont écrits, tout est faux. Et pourtant, la réussite de la vraie fiction, c'est que tout ce qui est faux devient parfois plus vrai qu'un documentaire, plus vrai que le réel filmé directement. Et c'est ce qu'on essaye, au fond, chaque fois, d'essayer de capter, de saisir avec la caméra. C'est des bouts de réel créés qui vont avoir une puissance plus forte que le réel brut, que le réel qu'on aurait filmé avec une caméra et un documentaire, pour un documentaire. Et du coup, c'est vrai que ce rapport au réel, je trouve qu'il est passionnant, parce que aussi ça permet nous, en tant que cinéaste, en tant qu'auteur, créateur, ça nous permet de nous interroger sur à la fois qui nous sommes en tant qu'être humain, parce que c'est quand même ça, au fond, moi, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que l'être humain, cette contradiction permanente qu'est un être humain, et à travers les histoires qu'on peut raconter, inspirées du réel, on s'y coltine fortement et frontalement, parce que dans le réel, les gens n'ont pas tout à fait les mêmes comportements que dans les fictions, ou que dans les fictions écrites, qui répondent à des ressorts de dramaturgie bien huilés, bien organisés, alors que dans le réel, les gens peuvent avoir des comportements extrêmement erratiques. Et qu'est-ce que vous faites de ce matériau-là ? C'est ça qui est vraiment passionnant. Il vous interroge et il vous confronte à une matière humaine qui est peut-être encore plus brute que la matière qui sort de l'imaginaire d'un scénariste. Oui, j'allais parler de ça avec le mensonge de la série de Vincent, parce qu'en fait, il y a un moment où on se dit, c'est tiré d'une histoire vraie, et on se dit que l'acharnement de la justice, peut-être que quand on est scénariste d'une fiction pure, on ne serait pas allé aussi loin. On ne serait pas allé aussi loin que le réel dans l'acharnement. C'est-à-dire, il y a dans le réel un acharnement improbable. Souvent, la réalité est assez improbable, d'ailleurs. Et je trouve qu'elle est... c'est peut-être ça qui nous attire, nous, scénaristes-réalisateurs, c'est qu'il y a sans cesse des surprises qui sont au-delà de l'imagination.
Après, on peut peut-être, une fois qu'on a bien compris l'affaire, on peut extrapoler, mais un peu comme si on faisait une orchestration d'un thème musical existant. Mais parce qu'il y a, après on y reviendra, un peu plus loin, on va essayer d'être plus près de vos œuvres et de vous questionner sur la manière dont vous les abordez. Vincent, là, vous avez choisi délibérément, finalement, dans votre série, de montrer comment un être qui d'emblée nous apparaît comme innocent va vivre un cauchemar pendant 10 ans. C'est-à-dire, je parle là de l'approche qu'on peut avoir par rapport à un fait du réel. Jean-Xavier, on en parlera après sur Laetitia. J'ai eu le sentiment, en voyant vos deux œuvres, que l'approche n'était pas la même. Très vite, est-ce que vous avez choisi cette approche? Oui, c'est... Donc, moi, comment je suis arrivé à faire cette série, c'est moi, j'avais déjà fait un film sur une erreur judiciaire. Donc, pour moi, c'était quelque chose de clos. Je me voyais... Enfin, c'était pas imaginable de refaire une autre histoire d'erreur judiciaire. Je vais pas... déjà qu'on me suspecte de faire un peu toujours la même chose. Mais on m'a donné ce livre et j'ai été étonné de à quel point 5, 6, 7, 8 ans après, un récit d'erreur judiciaire pouvait autant m'énerver encore. Voilà. Et je me suis dit, et donc j'ai dit à la productrice, Julie Lafort, j'ai dit, écoute, j'ai l'impression que là, tu as vraiment un vrai sujet de série. J'ai l'impression, il y avait un chapitre du livre qui s'appelait Autopsie d'une erreur judiciaire. J'ai l'impression que tu peux vraiment raconter, tu peux vraiment faire l'autopsie d'une erreur judiciaire et que le temps de la série te permettra d'être peut-être plus... d'être beaucoup plus large et beaucoup plus précis dans le récit même de l'erreur judiciaire. Donc j'ai l'impression que là, déjà, c'est intéressant, parce que ce que je n'avais pas le temps de faire sur un long métrage d'1h30, là, tout d'un coup, je vais pouvoir le développer. Il y avait une histoire de famille qui était très touchante. Il y avait aussi dans cette histoire une dramaturgie qui, naturellement, est très intéressante et très cinématographique. Et là, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce que tu disais, pardon, c'est-à-dire que le réel, enfin scénarise mieux qu'un scénariste en fait. Et donc il y avait ça, il y avait tout ça dans cette histoire. Et donc moi je me suis dit il faut le raconter. Et j'ai fait pour ce scénario, j'ai eu la même quand j'ai fait Présumé coupable, c'est la première fois que je faisais ça. J'étais dans une espèce d'état d'esprit, mais complètement intégriste. C'est-à-dire, je ne voulais rien inventer. J'étais plus jeune. Et je sais pas, j'avais l'impression que c'était comme ça qu'il fallait l'aborder. Donc, tout ce que je racontais, c'était dans le dossier d'instruction, c'était dans les PV, des interrogatoires, etc. J'avais rassemblé toute une matière et je voulais que tout soit vrai. Maintenant, je me suis un peu assoupli avec le temps, mais quand même, avec le mensonge, j'ai quand même suivi ce même processus de fabrication, en fait, que le scénariste se fasse le plus petit possible et qu'on scénarise vraiment, mais quand il le faut, mais vraiment parce qu'il faut scénariser, parce qu'il faut simplifier, parce qu'il faut... Mais sinon, j'essaie de garder ce cap-là, d'être au plus proche de ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Et moi, c'est ce que... Enfin, quand je vois des films, moi, en tant que spectateur, quand je vois des films inspirés d'histoires vraies, moi, ça me fascine toujours même si on sait qu'il y a de la fiction, je suis toujours très intéressé comme spectateur qu'il y ait une part documentaire, en fait, qu'il y ait vraiment une dimension documentaire dans une histoire. Voilà. Et par exemple, François Ozon, pour parler de François Ozon, qui a fait beaucoup de fiction dans sa vie, moi, je ne l'ai jamais trouvé aussi bon que dans son dernier film sur l'affaire de Lyon. J'ai oublié le titre. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Je trouve que là, je l'ai trouvé bien meilleur que dans bien des films qu'il a... Enfin, je sais pas. Voilà, moi, c'est une... Je sais pas... C'est comme spectateur aussi que voilà, je fais des films que j'aimerais voir comme spectateur. Et voilà, et donc tout est écrit et là voilà, tout est écrit au plus près de l'histoire vraie et avec une démarche donc de scénariste très modeste en fait. Il y a beaucoup d'humilité derrière tout ça. Hein, et voilà. En tout cas, cette histoire le permettait. Et par exemple, pour finir, c'est une histoire où il va 4 fois en prison, il ressort 4 fois en prison. À un moment, on se pose la question, est-ce qu'il n'y en a pas une fois de trop? Scénaristiquement, est-ce que c'est pas un peu pénible? Et en fait, très naturellement, on a gardé ça, en fait, parce que ça faisait partie de l'absurdité judiciaire, et il fallait le montrer, et ça rentre très très bien dans le film. Enfin, je veux dire, ça ne pose pas de problème, alors qu'on peut avoir un sentiment de redite et tout ça. Au contraire, on rentre dans l'absurdité, dans le côté kafkaïen de cette histoire. Voilà, donc en fait, mais ça ne peut marcher que si vous avez vraiment une histoire préexistante voilà, faut qu'il y ait une, voilà, moi je refuse plein d'histoires, plein de films, mais celle-ci je l'ai acceptée parce qu'il y avait quelque chose comme ça de sidérant comme ça dans la matière même, dans le livre même. Jean-Xavier, alors donc Vincent nous
nous dit que c'est une productrice qui finalement s'intéresse au livre. Elle lui soumet le livre et il trouve les résonances qui vont justifier qu'il va s'intéresser pendant 1 ou 2 ans à ce sujet, parce que faire une série, c'est long. Et Laetitia, alors ça arrive comment dans votre carrière? Laetitia, c'est arrivé par un concours de circonstances. C'est que ça vient aussi avec une productrice qui est Judith Louis, qui m'appelle un jour en me disant je viens de finir un livre qui m'a bouleversé, et là je sais que ce livre-là, il faut le porter à l'écran, et je pense que tu es la meilleure personne pour le faire. Il se trouve que j'étais en train de lire ce livre. Et même au moment où elle m'a appelé, je me souviens, j'étais à la page 337. C'est très précis dans ma tête. Et j'étais en train de penser, moi, totalement l'inverse. Je lisais le livre et je disais, waouh, cette histoire est vraiment dingue. J'espère que personne va s'en emparer pour la filmer. Parce qu'il ne faut surtout pas la toucher. Il ne faut surtout pas mettre des images. Là, c'est trop... l'œuvre littéraire qui avait été faite par Yvan Jablonka, je trouvais qu'elle était d'une telle qualité que j'avais l'impression qu'on ne pouvait que l'abîmer. Et rien apporter de plus avec un récit filmique. Et donc, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit immédiatement, non, en fait, il faut laisser en paix les morts, la mort en l'occurrence Laetitia, et laisser en paix aussi les vivants, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. Quand vous emparez du réel, et quand il y a eu des tragédies, des drames, forcément vous ne pouvez pas faire l'économie de penser à ceux qui sont là, ceux qui restent, ceux qui vivent, ceux qui ont connu cette histoire-là, ceux qui l'ont vécue, et que vous... en reprenant, en vous emparant de leur histoire et donc forcément aussi de leur douleur, et vous allez en faire quelque part, même si vous dites que c'est ce que vous ne voulez pas faire, vous allez quand même en faire un peu un spectacle, de toute façon. C'est comme ça. Et en fait, c'est une énorme interrogation que vous devez avoir, et on ne peut pas faire l'économie de l'avoir, cette interrogation-là sur ce qu'on n'aurait pas avec de la fiction pure à partir du réel, oui, fatalement. Et donc là, presque par souci, et en disant il faut prendre soin de ceux qui restent, des vivants qui sont là, et si on veut prendre soin d'eux, n'allons pas leur infliger des images sur leur drame. On va pas aller, on va pas faire un spectacle de leur douleur. Donc c'était un peu mon point de départ. C'était plutôt ça. C'était plutôt non. Mais bon, après on se refait pas. C'est que j'ai terminé le livre et il y a des images qui ont commencé à surgir, à me hanter, et je suis passé complètement à l'inverse en me disant, au contraire, effectivement, cette histoire-là, il faut la raconter. Il faut absolument la raconter, en fait. Elle dépasse le cadre de ceux qui l'ont vécu. Elle s'adresse à tous. Elle s'adresse à nous toutes, nous tous. Et c'est pour ça qu'il faut la raconter. C'est qu'à un moment donné, et c'est ça qui, je pense, qui fait la différence quand on se dit on peut s'emparer d'une histoire, c'est que les gens qui ont vécu cette histoire, qui sont au centre de l'histoire, ils l'ont vécu de manière individuelle. Pour eux, bon, oui, il y a eu peut-être beaucoup de drames, de douleurs, de tragédies, mais à un moment donné, c'est une histoire, on sent bien que c'est une histoire qui devient plus collective, qui n'est plus une histoire individuelle, qui est une histoire collective, qui est une histoire donc qui doit tous nous interpeller en tant que collectivité, en tant que société. Et dans Laetitia, il y avait évidemment ces ingrédients-là. Il y a l'histoire de Laetitia, de ses amis, de sa sœur jumelle, évidemment, de sa famille. Mais ce que Laetitia et sa sœur jumelle Jessica ont vécu, leur parcours de vie, en tout cas, c'est quelque chose qui forcément racontait tellement de nous tous en tant que collectivité, que société, et que république aussi, de comment fonctionnent les institutions, que précisément, on se devait de la raconter. Et à partir du moment donc, où vous acceptez l'un et l'autre de vous lancer dans cette aventure, est-ce que très vite,
le choix du point de vue, en tout cas le choix de la manière narrative s'impose. J'ai l'impression que les deux manières de raconter ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, je trouve, Jean-Xavier, par exemple, dans la deuxième partie, tu vas de plus en plus vers des séances longues intimistes, et finalement, tu traites l'aspect judiciaire presque à minima. Enfin, tu le traites à minima, et tu ne vas pas non plus vers l'identification des personnages, je trouve. C'est-à-dire, tu nous montres des choses. À la limite, moi, je me suis presque identifié au rôle du gendarme Yannick Chouara, c'est le seul. Et les autres, on est dans une observation, dans des faits bruts. Et Vincent, j'ai presque l'impression que toi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on vit la souffrance de Daniel Auteuil, même si on est tout le temps dans ce tunnel qui n'en finit pas, le tunnel judiciaire, mais tu as travaillé, j'ai l'impression, plus sur l'identification au personnage. Ces choix-là, ça se fait au fil du temps, au fil du traitement, Vincent, par exemple. C'est au fil du traitement ou c'est préparatoire? Non, le livre était raconté sur les épaules de Christian Iacono, puisque c'est inspiré du livre de Christian Iacono. Donc moi, je l'ai commencé à l'écrire comme ça dans un premier temps. Et après, il y a eu des réunions avec France 2. Il y avait une réunion qui avait vraiment été productive. C'est où France 2 était en train de nous dire, mais non, mais c'est plus le gamin qui est intéressant. Enfin, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais il faut le raconter du point de vue du gamin. J'ai dit non. Et en fait... Et là, j'ai eu les pires vacances de ma vie parce que j'étais un peu perdu, je ne savais plus quoi faire. Et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, il faut raconter des deux points de vue. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de faire des films. Et on est dans des habitudes, des fois. Hein. Des fois, il faut qu'on nous secoue. Et là, tout d'un coup, et c'était évident. En fait, c'est un duel. C'est un duel entre. Donc, je l'ai écrit comme un duel. Et je trouve que moi, ce qui m'a intéressé aussi là-dedans, c'était l'expérience de la série, de raconter. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais écrit de série de ma vie. Et là, ça a donné cette forme qui, là, par contre, a jailli comme ça, justement, de ces vacances un peu compliquées où j'arrivais pas à trouver la solution. Et tout d'un coup, je me suis dit. Et du coup, ça m'a permis de démarrer la première soirée, donc les 2 premiers épisodes, du point de vue de Daniel Auteuil, et de démarrer la deuxième soirée avec un autre voix off du gamin. Et ça, c'est des choses qui ont jailli comme ça au fil de l'écriture. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis dit, tiens, là, l'écriture de la série, ça ouvre quand même des portes. C'est quand même... moi, j'ai beaucoup aimé ça, ce petit moment-là, justement, de quitter mon confort du cinéma, entre guillemets, et puis d'arriver dans un truc inconfortable qui est la série, et puis pour aboutir à ce genre d'écriture. Et je trouve que la série est beaucoup plus audacieuse en termes d'écriture aujourd'hui que le cinéma, même si j'adore le cinéma. Hein. Et c'est ça qui m'a plu. Et voilà, c'est né d'une confrontation, c'est né d'un conflit dans une réunion où on se posait des bonnes questions, en fait. Et voilà, donc ça a évolué. Voilà, l'écriture a évolué. Et voilà, c'est la forme que la série a gardée et que je revendique totalement, quoi. Jean-Xavier, toi? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, les séries, ça offre, en termes d'écriture, ça offre vraiment un éventail extrêmement large. Il y a une créativité incroyable et j'ai l'impression qu'on peut, en termes narratifs, on peut aujourd'hui presque tout se permettre et que le spectateur est prêt à tout voir, tout comprendre et la série permet ça. Contrairement au cinéma, c'est un peu plus compliqué. Pour Laetitia, c'était assez étrange parce qu'on a une histoire qui démarre comme une histoire criminelle où au fond c'est presque banal, une jeune fille de 18 ans qui disparaît. Donc on est presque un tout petit peu dans une forme d'enquête. Mais au fond, cette enquête, au bout de 30 minutes, elle est résolue. On sait on sait qu'elle a été tuée, on sait qui l'a tuée, on sait quasiment comment. Il reste à découvrir le corps, mais c'est tout. En fait, la vraie question, et c'est ça qui était absolument passionnant dans le projet, la vraie question n'était pas une question criminelle de savoir qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, qui était l'auteur, mais c'était précisément une enquête, non pas sur l'auteur, mais une enquête sur la victime, sur cette Laetitia qui, ce jour-là, avait franchi des interdits que jusque-là dans sa vie, elle n'avait jamais franchi. Et en l'espace d'une après-midi, d'une soirée, elle brise un peu tous ces tabous. Et c'est ça, la vraie question que le gendarme
Et dans le réel, ça s'est passé de cette manière-là. C'est ça qui est assez étonnant et assez extraordinaire, c'est qu'on a un personnage de gendarme qui est à l'opposé, à milieu du personnage de gendarme qu'on voit en général dans les séries représentées à la télévision ou même parfois au cinéma. On a quelqu'un qui va dans l'interrogation personnelle, qui va bien au-delà, il est à moitié psy, quoi, qui va bien au-delà de son rôle de gendarme et d'enquêteur purement criminel, quoi, qui s'interroge donc sur cette jeune fille, sur la vie de cette jeune fille. Donc, il agit un peu comme un passeur. Et c'est vrai que à l'écriture, j'écris avec Antoine Lacomblèze, qui est un scénariste extrêmement talentueux et on est complice, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'on est complice. Et on s'était dit avec Antoine, dès le départ, il faut que s'il y a quelqu'un à qui s'identifier, c'est lui. C'est ce personnage-là qui est incarné par Yannick Choirat, ce personnage gendarme, qui représente le gendarme, mais qui représente nous, qui nous représente nous, qui sont nos propres interrogations. Et après, c'est vrai qu'on avance dans la série de manière beaucoup plus fragmentée ou fragmentaire, puisque il y a 3 temporalités différentes qui se bousculent, et c'est là où l'écriture de la série vraiment elle offre plein de possibilités. Et alors c'est d'ailleurs assez drôle parce que dans le scénario, parce qu'on sait qu'on va passer à travers les fourches codines de lecteurs très attentifs qui vont peut-être pas forcément comprendre, mais donc dans le scénario, nous avions 49 dates, précision de dates et d'horaires, pour qu'on se dise, il faut que le lecteur ne soit pas perdu quand il va lire. Voilà, bon, il y en avait 49. À l'arrivée, à l'écran, sur les 6 épisodes, il n'y en a plus que, je crois, 12 ou 13. Pour dire à quel point, finalement, l'image, elle est organique. C'est-à-dire qu'on a... C'est ça qui est formidable, c'est que c'est le ressenti. Le spectateur, il regarde des images, il fait des associations, ça travaille à l'intérieur de lui. On n'a pas besoin de cadrer, de tout raconter, de tout expliciter. Et ça... c'est quand même, ça donne une liberté assez formidable. Et il faut dire que France Télévisions a accepté complètement, sans remettre en cause le principe. Et voilà, c'est quand même, c'est quand même plaisant. Et il y a justement une vraie question. Tu disais justement la liberté. Quelle est la liberté du créateur quand on s'empare de faits réels? On parlait tout à l'heure des vivants. Comment on gère cet équilibre entre le travail de la fiction et la réalité et ces gens qui existent, dont on va raconter aussi la vie? Là, c'était très clair dans ma tête, c'est que cette série-là, ce projet ne pouvait pas se réaliser en dehors de la famille et en dehors de l'accord à minima de Jessica, de la sœur jumelle Laetitia. Elle est la survivante de sa sœur et vraiment, c'était inconcevable de devoir le faire sans qu'elle ne soit d'une certaine manière associée. Quand je dis associée, c'est qu'elle soit tenue au courant de comment on travaille, dans quelle direction on va, donner les scénarios si besoin, être les premiers spectateurs du film avant que la moindre image ne soit vue publiquement. Et donc, oui, il y a forcément une volonté, une intention de prendre soin de ceux qui sont là, mais prendre soin il y a quelque chose qui est... Dans prendre soin, il y a aussi un souci absolu de vérité. C'est-à-dire qu'aux gens qui restent, on doit prendre soin d'eux, mais ça veut dire qu'on leur doit la vérité aussi. Et parfois, la vérité peut faire mal. Donc, c'est un peu ambivalent. Quand on se doit de dire les choses, enfin, en tout cas, en l'occurrence, de les montrer, on imagine que certaines images, certaines séquences qu'on va tourner peuvent être raviver une douleur de manière assez violente. Mais en même temps, on sait qu'on doit passer par là. Mais c'est quelque chose qu'on fait en accompagnant, en disant, voilà, on va le faire, voilà quelles sont nos intentions. Et
Et là, en l'occurrence, ça s'est fait pendant tout le long du processus créatif. Et d'une certaine manière, pour moi, la plus grande récompense, c'est que à la fin c'est que Jessica était capable de voir la série au bout du compte. Alors que je pensais qu'elle mettrait peut-être 10 ans pour la voir, parce que la série est quand même âpre, elle bouscule les gens qui n'ont pas vécu cette histoire, mais ceux, en tout cas celle qui était au cœur de l'histoire, qui est la sœur jumelle, je me dis, mais comment va-t-elle recevoir ces images? C'est quand même très difficile. Et elle a été capable de les voir, et elle m'a appelé pour me remercier. Et ça, au fond, quelque part, vous dites, vous n'êtes pas trompé. Vous n'êtes pas complètement trompé, en tout cas, parce que vous avez réussi un objet qui est aussi quelque part thérapeutique ou cathartique. Et je crois qu'en tant que créateur, c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, mon but, c'est pas raconter une histoire parce que c'est une bonne histoire. C'est parce qu'elle peut servir d'objet cathartique pour le corps social, et pour ceux qui ont vécu l'histoire, qui ont été mêlés, aussi comme petit palier dans le processus thérapeutique qui est leur vie. Enfin, leur vie, ça va être de la thérapie pendant des années. Et si dans ce processus-là, si on peut nous apporter aussi du sens à leur vie, c'est bien. Il y a un souci de véracité qui va, moi je trouve, jusqu'au casting, jusqu'à des ressemblances quand même qui sont assez perturbantes. C'est plus ambigu parce que il y a le souci de vérité, il va dans ce que vous racontez, ce que vous devez aux victimes, aux gens qui ont connu les faits. Mais j'ai l'impression que le souci de vérité, il est plus fort quand dans votre choix de comédien, là, le casting, c'est très difficile de faire un casting, de réussir pour une fiction normale, c'est déjà là, peut-être en tant que metteur en scène, c'est peut-être la chose la plus complexe. Mais quand vous avez une histoire tirée de faits réels et donc vous avez des modèles dans la vie qui sont toujours vivants, c'est encore plus difficile parce que vous vous interrogez toujours à quelle distance vous allez vous placer par rapport à ces modèles. Est-ce que vous allez vers l'imitation ou vers la ressemblance, ou alors vous dégagez de ça parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est ce que le comédien va dégager comme énergie. Est-ce que cette énergie-là, elle est l'énergie qui correspond à celle du réel, à celle que le personnage du réel a eue. Et moi, c'était plutôt cette deuxième optique. Je disais, si les gens ressemblent, ils ressemblent, pourquoi pas, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche, c'est pas du tout ce que j'ai cherché. Si on prend Noam Morgenstern, il ne ressemble pas du tout à Tony Meillon, et pourtant l'énergie qu'il dégage, elle est, en tout cas de ce que j'imaginais, très proche de celle de Tony Meillon. Sam Karman a plutôt une ressemblance avec Gilles Patron, mais j'ai choisi Sam Karman, par exemple, parce qu'il avait cette énergie, cette autorité naturelle, cette manière, cette petite raideur, comme ça, qui était vraiment le personnage. Et voilà, après, c'est des choix qu'on fait, mais c'est très difficile, parce que pour les comédiens aussi, ça ajoute une responsabilité. Parce qu'ils savent qu'ils représentent des personnages du réel, des personnages vivants. Ils savent qu'à un moment donné, ces personnages du réel vont regarder, vont se voir. Et c'est difficile pour eux de complètement oblitérer ça, même quand ils jouent, enfin, qu'ils sont là. Alors, évidemment, ils l'oublient à un moment donné, mais Marie Colomb, qui joue le personnage de Laetitia, là, en l'occurrence, elle avait personne. Enfin, Laetitia ne pouvait pas le regarder, mais il y avait tous les gens qui étaient autour, une sorte d'attente autour. Et pendant tout le temps du tournage, et presque même après, elle avait Laetitia tout le temps dans sa tête. Elle avait comme un dialogue intérieur avec la défunte, avec la victime. Et forcément, ça hante aussi
les comédiens en tant qu'êtres humains. C'est plus seulement que des comédiens qui interprètent un personnage, ça déborde dans leur vie. Et c'est ça qui est aussi intéressant, nous, derrière la caméra, à essayer d'aller capter, d'aller leur voler un petit peu cette part de réel où le personnage du réel a envahi leur vie à eux, et forcément ça peut se percevoir, et on essaye de choper des petites choses là-dedans. Vincent, toi, pour revenir, après on reviendra à ça, je voulais vous interroger justement sur la ressemblance, le rapport au réel, les décors et tout ça. Mais est-ce que tu as eu aussi des contacts avec les protagonistes de l'histoire? C'est-à-dire, est-ce que tu as travaillé en solo et vous leur avez montré à la fin? Ou est-ce que dès le départ, il y a eu une espèce... Moi, il m'est arrivé personnellement, par exemple, sur un projet auquel je tenais beaucoup, que la personne concernée invoque le droit à l'oubli. Et là, j'ai arrêté tout de suite. C'est-à-dire, et ça a été un crève-cœur. Mais voilà, est-ce que toi, tu as été dans un accompagnement comme Jean-Xavier, ou ça s'est fait différemment? Enfin, comment strictement, non, c'est strictement la même démarche. C'est-à-dire que là, pour cette histoire-là, et dans toutes les histoires vraies que j'ai traitées au cinéma avant, j'ai toujours eu l'accord des principaux personnages. Évidemment, quand je suis présumé coupable, je ne demande pas l'autorisation du juge Burgot. Là, il y a des gens on sait qu'on n'aura pas leur accord, donc on ne va pas... mais je fais toujours très attention à ça. Moi, je me suis toujours dit, je ne veux pas que l'histoire qui raconte l'histoire de gens qui ont beaucoup souffert, je ne veux pas que cette histoire, par-dessus le marché, à la fin, vienne encore les trahir. Donc j'ai un gros souci de le partager avec eux, de leur faire lire autant de versions du scénario, d'écouter tout ce qu'ils me disent, de passer du temps avec eux. Et surtout, j'espère, j'ai cet espoir qu'à la fin, ils vont se reconnaître dans le film. Alors que forcément, on est obligé de faire de la fiction aussi, de simplifier des fois. Je me rappelle, Alain Maréco, je lui dis, tu sais, avant qu'on prenne les droits du bouquin, je lui disais, tu sais, je vais faire des choses, je ne sais pas encore quoi, mais il faut que tu te prépares à la fiction. Il va y avoir une part de fiction parce qu'on est obligé, parce qu'il faut simplifier, parce que c'est 15 ans de ta vie, mais là, il faudra faire 1h30. Donc, il y a un moment, ça va passer par des trucs. Il y a une seule chose que je peux te dire, c'est que tu as 2 sœurs. Ça, je sais en lisant le livre, je peux déjà te dire que tu as 2 sœurs, il n'y en aura qu'une. Il n'y en aura qu'une dans le film. Et 2-3 jours après, il m'appelle ou il m'envoie un mail, il me dit, mais j'en ai parlé à mes sœurs, elles ne comprennent pas parce qu'elles ne se ressemblent pas, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'était marrant, c'était touchant. Et je dis, mais non, je te jure, tu verras. Et à la fin, les sœurs, elles étaient très contentes aussi. Mais parce qu'elles avaient été dedans, en fait. Elles avaient été dans le processus. Et donc, ils ne découvrent pas le film à la fin. Ils ont lu le scénario, on a eu des discussions avec Alain Maréco. Encore une anecdote. On a été nominé, Philippe Torreton a été nominé au César, et j'avais demandé à ce que Alain Maréco soit de la fête. Donc, ce qui ne se fait pas, hein. Normalement, c'est de l'entre-soi, les Césars. On ne fait pas venir les vrais gens. Et donc, Alain Maréco vient avec sa compagne. Et donc, longtemps après, je demande à Alain, qu'est-ce que tu as préféré dans tout ce parcours, avec le recul? Le film était passé à la télé, c'était fini, hein, je lui ai demandé ça il n'y a pas très longtemps. Il me dit, qu'est-ce que tu as préféré de toute cette histoire, en fait? Et il m'a dit, moi je m'attendais à ce qu'il me parle des Césars, pas du tout. Il m'a dit, ce que j'ai aimé, c'est quand on était tous les deux dans ta cuisine et qu'on parlait. Et voilà, donc moi j'ai toujours fait ça comme ça. Et peut-être je vais être obligé parfois de changer, parce qu'effectivement, on peut se retrouver dans des situations où je sais que j'ai envie de faire un biopic et que j'ai renoncé il y a 3 ans parce que personne ne voulait me parler. Donc j'ai dit au producteur, écoute, là j'en ai marre. Enfin, je veux dire, moi j'ai toujours eu une agrégation de tout le monde autour du projet, au moins d'une grande majorité. Mais là, personne ne veut me parler. Là, c'est la première fois que je vis ça, j'arrête. Mais là, je suis en train de me poser la question, 3-4 ans après, je crois que je vais le faire quand même. Mais parce que c'est particulier, c'est une histoire particulière. Le protagoniste est mort, donc c'est une autre. Voilà, est-ce que les morts appartiennent à quelqu'un? Est-ce que en tout cas, je change un peu. Là, je suis en train de changer. Et voilà. Et pour ce qui est de la vie, de ce que tu disais, moi, ce qui me fait le plus peur, et c'est sincère, hein, c'est vraiment comment ils vont vivre le visionnage du premier montage, parce que je leur montrais le premier montage, des fois qu'ils aient des remarques. Là, sur le mensonge, j'ai eu une remarque sur un dialogue. Sur 4 épisodes, c'est rien du tout. Et là, j'ai peur. Je me rappelle la nuit où j'ai envoyé les liens pour voir les 4 épisodes, ou 2 épisodes, puis 2 autres épisodes, les 2 derniers épisodes à Christian Iacono,
à son petit-fils, à la tante du petit-fils, enfin, les vrais gens qui ont vécu cette histoire. La nuit où je savais en envoyant le lien qu'ils allaient le regarder le soir même. Donc dans la nuit, je me suis réveillé à 3 h du matin, je regarde les mails, et là j'avais 2 mails longs comme ça. Et là, ce qu'ils m'ont renvoyé, mais c'est des mails fantastiques, quoi. C'est des mails, ils sont heureux, quoi. Et que la fiction ne les ait pas trahis, qu'ils aient été intégrés au processus, et qu'ils soient heureux à la fin, c'est vraiment la plus belle récompense qu'on peut avoir quand on s'attaque à ces choses, à ces histoires aussi touchy, aussi où il y a beaucoup de souffrance, etc. Et voilà. Donc moi, j'ai gardé, comme toi, vraiment cette éthique-là par rapport à ce genre d'histoire. Il y a des producteurs qui vous disent ouais, on s'en fout, tu vois, on prend les droits. C'est souvent ça, hein, les gens font souvent ce métier comme ça. Hein. Ouais, mais moi, je peux pas. Voilà. Et en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas pu. Et puis pour revenir aux ressemblances aussi, parce qu'on parlait des ressemblances, moi, quand je faisais Présumé coupable, je me suis soucié que d'une ressemblance, c'est celle de Burgot. Parce que Burgot, tout le monde le connaissait, tout le monde l'avait vu, ça avait quand même occupé 1 an de la vie médiatique française, c'était quand même, on ne parlait que de ça. Donc on avait tous un petit Burgot en tête. Donc moi, j'ai choisi un acteur un peu en fonction et il ne s'agissait pas de l'imiter, mais il s'agit de trouver un acteur que ça inspire, en tout cas qui nous inspire Burgot. Voilà, on n'était pas là en train de pasticher sa coiffure et tout ça. Il fallait trouver une petite musique qui nous évoquait Burgot. Et voilà, là c'était assez contraignant, mais il fallait le faire. Sinon, pour tous les autres personnages, je me suis absolument pas soucié des ressemblances. Alain Maréco, donc joué par Philippe Torreton. Philippe, il a voulu avoir un peu les mêmes cheveux que Alain Maréco. J'ai dit, si tu as envie, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Voilà, s'il avait envie de faire ça, il l'a fait. Et voilà. Et il y a un truc de casting qui ne m'a pas plu de faire une fois dans ma vie, c'était de trouver le sosie de Villepin dans l'enquête. Et c'est le truc le plus chiant à faire, le plus pas intéressant à faire du tout, quoi, en fait. Mais des fois, on est obligé. Mais sinon, pour tous les autres personnages, et là, pour le mensonge, c'est pareil. Je me sens pas du tout prisonnier des ressemblances. Là, pour le mensonge, Christian Iacono, peut-être des gens... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi ressemble. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus à quoi ressemble Alain Maréco. Donc, j'ai pas du tout cherché à aller vers des ressemblances. C'est vraiment chercher des personnages. Enfin, c'est un casting. C'est tout d'un coup, on cherche l'acteur qui va tout d'un coup nous donner la musique du personnage qu'on a écrit, en fait, et pas du tout de retracer des ressemblances par rapport aux vrais gens que les gens ne connaissent pas en plus, donc ça n'a pas d'intérêt, en fait. Voilà, en gros, c'est pour répondre un peu aux mêmes questions, et on est vraiment dans la même ligne, hein, j'ai l'impression, dans notre manière Et ça fait plaisir. Et les licences qu'on prend comme ça, on les prend aussi avec les décors, avec les costumes. Enfin, tu as l'impression d'avoir une véritable liberté, ou tu es condamné au naturalisme, où il y a des images qui sont tellement présentes qu'on ne peut pas s'en dégager. Et la deuxième question, c'est comment on travaille avec les comédiens. C'est-à-dire, Jean-Xavier en parlait un peu, mais quel est l'impact sur l'acteur quand il sait qu'il va incarner, comment eux-mêmes travaillent. C'est vrai qu'entre Daniel Auteuil et ta comédienne, Jacques-Xavier, c'est pas du tout le même parcours. Donc il y aura sans doute une approche professionnelle pour s'emparer du rôle qui est extrêmement différente. Donc est-ce que les comédiens se documentent de leur côté? Est-ce que certains font une confiance totale au metteur en scène et abordent ça comme un autre rôle, en ayant juste comme interlocuteur, je dirais, privilégier le metteur en scène et ce qu'il a dans la tête? Il doit y avoir un peu de tout. Alors moi, j'ai des petites anecdotes là-dessus. C'est que Torreton m'avait dit, c'est la première fois que je joue un personnage encore vivant. Et ça les dérange. C'est vrai que ça les gêne. Nous, on se rend pas compte parce qu'on est on se rend pas compte de eux comment. Mais comme Philippe Torreton, c'est un mec qui va. Donc je lui dis, tu veux le rencontrer, Alain Maréco? Il dit oui, bien sûr. Et ils se rencontrent. Et là, il le racontait dans les interviews, il disait, mais là, je me suis retrouvé devant Alain Maréco, et en fait, il ne voulait pas lui poser de questions, il n'avait pas l'impudeur de lui poser des questions en lui disant, et là, page 18, t'as fait quoi? Et là, page 28, t'as souffert comment? Il ne s'est plus du tout senti de lui poser la moindre question. Et ils se sont juste contentés de se rencontrer. Il y avait juste eu ça, il y a eu il est venu 2-3 fois, Alain Maréco, mais en fait, ils n'ont pas eu plus d'échanges que ça. Et Daniel Auteuil, pareil, il a une vraie gêne vis-à-vis des vrais personnages, surtout s'ils sont encore là vivants. Et donc, de fait de rencontrer, ça le gêne, en fait. Et une fois, André Bamberski, pour le film que j'avais fait, qui s'appelait Au nom de ma fille, était venu sur le plateau. Et Daniel Auteuil était très gêné de jouer des scènes, alors qu'il savait que derrière le combo, il y avait
André Bomberski, tout ça, ça les gêne, c'est très gênant pour eux. Et je pense qu'ils préfèrent, les acteurs, s'inspirer du scénario, donc de se reposer plus sur leur interprétation, et c'est ça qu'on attend d'eux. Effectivement, il y a un moment, on fait un film, c'est ce que tu disais, on filme des décors, on essaie de les rendre le plus plausible possible, mais on fait quand même du cinéma, et c'est quand même le but, c'est évidemment une grande fidélité aux histoires, mais aussi quand même de raconter, j'ai presque envie de dire par provocation, de divertir les gens. On fait de la fiction, voilà, les gens, et c'est ça au final quand même Ouais, la vérité est au-delà des apparences, quoi. C'est sûr qu'elle est plus forte et plus loin que les apparences. On n'a pas besoin des apparences pour être vrai. Voilà, oui. Exactement. Et là, on s'inspire. Voilà, on se sert de tout ça pour s'inspirer. Et après, l'important, c'est de jouer. Donc là, on joue les scènes. Et là, du coup, il s'approprie les scènes. Et c'est ce qu'on attend de chaque acteur. Et là, on n'est plus du tout dans la référence. On n'est jamais dans l'imitation. Jamais, jamais. Mais et toi, Jean-Xavier, avec tes comédiennes qui étaient beaucoup plus jeunes dans le métier. Oui. Elle avait, oui, elle avait tourné dans 2 courts-métrages, je crois, si je me souviens bien. Et merci à cette formidable directrice de casting qui est Okinawa d'avoir su la trouver quelque part et de me l'avoir présentée. Parce que, voilà, donc, avec Marie Colomb, c'était assez simple. Parce qu'il y a eu pas mal... En fait, la difficulté pour les comédiens, c'est quand il y a eu beaucoup d'images, soit de photos ou des images animées, du son, des personnages qu'ils vont jouer. La tentation, c'est d'aller tout de suite aller les chercher, aller les regarder, et d'aller recréer une forme d'imitation. Et ça, pour moi, je crois que c'est la pire des démarches. En général, j'interdis à tout le monde d'aller presque se documenter tout seul, parce que je pense qu'ils vont faire des... ça va pas marcher. En général, c'est comme ça. Mais en revanche, après, je leur donne des petits outils par lesquels rentrer dans un personnage. Et pour Marie Colomb, par exemple, alors il y avait quelques photos où on voyait bien une attitude chez Laetitia, une sorte de pose de port de la tête, un peu penché, le regard un peu haut. Et donc ça, je dis, tu vois, ça, si tu peux aller là-dedans, oui, c'est intéressant. Mais c'était très ciblé. Et l'autre chose, plus importante, c'est que nous avions récupéré Laetitia avait écrit quelques semaines avant de mourir. Elle avait écrit des lettres qu'on appelait lettres testamentaires. C'est 3 petites lettres qu'elle a écrites de sa main et retrouvées par la gendarmerie, et que moi j'avais pu récupérer des copies. Et je les donnais à la comédienne. Je les ai données à la comédienne. Je lui ai dit, Marie, voilà, tu vois les lettres comme ça. Il y a une manière de scripter, d'écrire de Laetitia qui sont très particulières. C'est penché, c'est un peu hésitant. Et j'ai dit à Marie, tu vas t'entraîner à écrire exactement quand même. Il faut que ça devienne naturellement. Il faut que ça te vienne comme ça. Mais ça va peut-être te prendre des heures, des journées, mais fais-le, mais ne fais que ça. Rentre dans le personnage à travers son écriture, à travers sa manière. Par le corps. Par le corps, exactement, par le corps. Qui est souvent une approche plus anglo-saxonne que ce qu'ont les comédiens en France. Mais, et donc, elle l'a fait. Elle a vraiment pris comme un exercice, et tous les jours, elle recopiait. Et voilà. Et en fait, elle dit, c'est fou, la manière d'écrire, la manière de décrire de cette manière, penchée comme ça. Elle disait, en fait, c'est une attitude du corps, de se tenir. Et ça a un peu été la base de sa construction du personnage. Si je prends un autre petit exemple, une autre anecdote, c'est Noam Morgenstern pour jouer Tony Meillon. C'est pareil, j'avais 1 ou 2 photos, mais j'ai dit, surtout, n'écoute rien, je te ferai, j'ai des enregistrements audio de lui, mais je vais pas te les faire écouter. Surtout pas, parce que ça va brider ton imaginaire. Il faut que tu te sentes libre. En revanche, Tony Meillon a écrit un récit de 8 pages qu'il a écrit au juge. Il a envoyé une lettre au juge, ça fait 8 pages, c'est lui qui raconte son histoire. Et ce récit, il est incroyable.
la manière dont il a écrit, c'est très romanesque, c'est puissant, ça montre quelqu'un de sensible, d'intelligent, c'est très étonnant. J'ai dit, voilà Noam, tu prends ça, et ça va être ton outil de travail. Et non, mais il les a appris par cœur, il a appris les 8 pages par cœur, et tous les jours, il se récitait les 8 pages, et il prenait des bouts, des phrases, des machins, et avant de faire des scènes, il a chopé un petit bout, il se le récitait. C'était sa manière de re-rentrer dans le personnage. Donc, voilà, je crois que chaque comédien a une manière de travailler, mais je pense que l'erreur, souvent, enfin, c'est d'aller d'aller regarder les images, d'aller essayer de trouver une sorte d'imitation, parce que ça, de toute façon, quand la fiction cherche à imiter le réel, elle est toujours perdante, mais à tous les coups. Donc, malgré, et je comprends très bien la réaction de Torreton, qui a été de ne pas poser de questions à Alain Marécaux, parce que je pense que le comédien n'a pas envie de savoir ce que Alain Marécaux pensait à telle réplique à ce moment-là. Il a envie, lui, de construire son personnage et d'être le Alain Marécaux qu'il va créer pour lui, et non pas le vrai Alain Marécaux. Et donc, c'est souvent extrêmement étouffant d'avoir, effectivement, alors, la pire des situations étant un personnage du réel qui débarque sur le plateau et qui est là, waouh, ça, c'est en général, c'est très compliqué. De votre point de vue, puisque là, maintenant, on a fait un petit peu le tour sur vos trajectoires et les raisons qui vous attirent, mais est-ce que ce sont exactement les mêmes raisons de la part d'une chaîne ? Et les chaînes sont différentes. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'une chaîne plutôt qu'une autre va s'intéresser à une histoire qui participe du réel? J'ai été frappé cet été du succès de l'enquête sur l'affaire Dupont de Ligonnès, qui est sortie sur 2 exemplaires dans la presse et qui a été un succès incroyable. C'est-à-dire, il y a aussi, je pense que le genre attire des personnes peut-être pour des raisons qui sont moins subtiles que les vôtres. Je parle du public. Vous avez ce sentiment-là? Là, vous avez travaillé à France Télévisions, c'est un peu particulier. Enfin, c'est France Télévisions, mais il peut y avoir d'autres chaînes qui peut-être pourraient demander un traitement un peu plus spectaculaire, ou pourraient demander une morale dominante un peu plus claire. Il y a ça aussi, c'est-à-dire, est-ce que le fait divers pourrait presque être utilisé comme un outil non pas de manipulation mentale, on ne va pas employer les grands mots, mais certains sont tellement signifiants par rapport à la peine de mort, par rapport à la prison, par rapport aux peines non compressibles, par rapport à la psychiatrie. Vous voyez, est-ce que parfois vous pensez, même si ça ne vous est pas arrivé ni à l'un ni à l'autre, est-ce que vous pensez qu'un auteur peut être tout à coup l'otage d'enjeux qui sont un petit peu décentrés? Alors, moi, mon expérience, je n'ai qu'une expérience de télévision, c'est France Télévisions, c'est France 2, plus précisément. Et ça s'est très bien passé. Il n'y a jamais eu aucune... Non, c'était vraiment... je vous ai raconté une réunion, c'était la réunion la plus complexe. Et en fait, c'était une réunion très productive. Et donc, il n'y avait aucune incitation d'aller vers quelque chose de plus, je ne sais pas quoi, plus putassier, hein, j'emploie le mot, mais même s'il ne l'emploierait jamais, il le dirait autrement. Non, ils ont, et je crois que toi aussi, hein, je crois qu'on a vraiment, et c'est pour ça que je suis attaché, moi, à France Télévisions et à France 2, vu la liberté que j'ai eue, j'aurais plutôt envie, s'ils le veulent bien, d'aller creuser mon sillon là-bas, parce que moi j'avais un peu peur d'aller à la télévision, j'avais peur d'un peu de subir des oukases et tout ça. Et en fait, il y a eu beaucoup de liberté à la fin. C'est difficile de parler de l'expérience des autres. Très clairement, enfin, on voit bien... moi, je vois bien déjà comment sur les plateformes, ce qu'on appelle les true crime series, que ce soit documentaire ou inspiré des faits réels en fiction, c'est un genre qui a un énorme succès. Et forcément, à partir du moment où on sait que ça commence à être un filon, ça a du succès,
Ça attire toute forme de convoitise et pas toujours des gens qui ont la même éthique ou les mêmes soucis, quoi, on va dire, par rapport à la vérité, par rapport au spectacle, par rapport à la distance que l'on doit avoir par rapport au réel, qui est voilà, c'est très clair. Après, ça reste toujours assez fascinant de voir à quel point les gens sont fascinés par des histoires, voilà, très fortes, très fortes. Même pour Dupont de Ligonnès, en soi, l'histoire, est-ce qu'elle est très intéressante? C'est l'histoire d'une pathologie. Le mec qui est... Est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaudrait la peine de faire 4-6 épisodes? Peut-être, mais pas certain non plus. Pas certain. Mais bon, ça a été fait, ça se refera sans doute. Il va y avoir d'autres projets. L'intéressant quand même de travailler avec un service public, c'est que en fait, il y a quand même, dans vos deux cas, le débat s'élargit. C'est-à-dire qu'on part de l'histoire, du fait, du fait réel, pour arriver sur un débat de société. Finalement, on l'a vu dans le débat qui a suivi la diffusion de Laetitia. J'imagine sur le mensonge, il y a des choses similaires aussi qui vont avoir lieu, c'est-à-dire que ça donne quand même lieu à une réflexion un peu plus globale sur la société, sur le système judiciaire, sur les dysfonctionnements finalement qui sont aussi dénoncés à travers vos œuvres. Ce qui est intéressant, en tout cas moi ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'elle a du sens, c'est qu'elle a du sens évidemment du point de vue ça devrait être comme l'histoire de Loutreau, ça devrait être des cas d'école pour un juge, c'est des DVD qui le sont d'ailleurs, qui devraient être dans les bibliothèques de l'école de la magistrature. C'est des cas d'école, c'est un vrai sujet de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un gamin qui témoigne, etc. Le recueil des témoignages, les psys, les experts, machin. Donc ça a du sens. Et puis ce qui m'a plu aussi dans cette histoire, c'est qu'il y a aussi une histoire de famille, qu'il y a aussi, enfin je sais pas, il y a c'est là que ça touche. Ça peut c'est à la fois ce côté autopsie d'une erreur judiciaire et aussi une belle histoire d'amour en fait. Voilà. Donc moi c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire j'espère que les gens vont être touchés par cette histoire. Et voilà. Après maintenant, ça se passe dans une semaine. Je sais pas comment ça se passe le retour des gens. Je sais pas. Toi, tu sais, puisque c'est déjà passé, mais on va voir. Alors, il y a deux matchs public, déjà. Et après, le premier des retours, c'était l'intérêt préliminaire. Avant même d'avoir vu l'œuvre, c'était l'intérêt préliminaire. Et tu nous as dit tout à l'heure que la deuxième soirée avait tenu les promesses. Donc, ça veut dire que le retour... Moi, il va falloir qu'on termine, là, parce que malheureusement, les meilleures choses ont une fin. Mais je retiens deux choses. C'est-à-dire, je retiens que l'effet synthétique de ce genre d'histoire permet sans doute à des gens d'appréhender quelque chose de très diffus dans la société et finalement d'éclairer certaines zones d'ombre, que ce soit sur les individus ou sur des mécanismes. Ça, c'est une première chose. Et puis, quelque chose que je trouve extrêmement rassurant de votre part, c'est l'effet cathartique sur les survivants et les victimes. C'est-à-dire, rien que pour ça, ça me semble être un genre assez noble, et on est loin du fait divers. Maintenant, si vous voulez dire un dernier mot avant qu'on se quitte... Oui, l'effet cathartique je vais juste rebondir là-dessus, l'effet cathartique sur, oui, les victimes, les proches, la famille, oui, mais pas que. Tout à l'heure, j'employais presque le terme d'effet cathartique au niveau collectif, social. C'est que ce qui était intéressant dans Laetitia raconte évidemment l'histoire singulière de Laetitia qui a été assassinée à côté de Pornic à l'âge de 18 ans, mais ça raconte aussi l'histoire de milliers de Laetitia qui ont pas ce destin aussi tragique, mais qui ont quand même un destin qui est similaire à celui-là, d'enfance brisée, d'enfance d'enfants qui essayent de grandir dans la violence, dans l'insécurité affective permanente. Et ça, voilà, le fait de diffuser sur une chaîne du service public à une heure de grande audience, ça permet aussi de libérer
parole. Et tu parlais de retour, comment on ressent les retours. Moi, ce que j'ai, ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'il y a énormément de retours de gens que je ne connais pas, qui disent ça m'a bouleversé, et on sent que ça libère une parole, ça libère quelque chose. Vincent, on va te souhaiter bonne chance et le meilleur des retours possibles. C'est la semaine prochaine, c'est ça? Lundi prochain, oui. Et Laetitia a déjà une belle carrière. Je suppose qu'elle aura aussi une carrière internationale. C'est-à-dire il n'y a pas de raison pour que ça n'intéresse pas en dehors de... Elle a été déjà présentée au festival de Sundance en janvier dernier. Et nous la présentons au Danemark à la fin du mois. Voilà. Et ben voilà. Très bien. Bravo à vous deux. Merci d'être venus. Merci Marie. Merci à toi.